Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Voilà, pour aujourd'hui, je me présente en premier, donc c'est Madame Gassim, professeure d'économie générale. Voilà, pour aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une partie du chapitre 3 de votre programme intitulé « Instruments de l'intervention de l'État ». Et donc, nous allons parler de la politique budgétaire. Donc, avant d'entrer dans le détail, j'aimerais en premier nous situer par rapport à notre programme. Dans la partie 2 de votre programme, vous avez vu intervention de l'État, qui se compose de 3 chapitres, insuffisance de la régulation par le marché. Donc, à travers le chapitre, on a conclu que les mécanismes autorégulateurs du marché sont insuffisants pour rétablir les équilibres macroéconomiques. Dans un deuxième chapitre, on vous a parlé des dysfonctionnements ou des déséquilibres inflation-chômage, voilà, qui montrent bel et bien que les mécanismes autorégulateurs du marché ne sont pas suffisants pour les corriger et restaurer les équilibres au lieu de ces deux déséquilibres. Et l'objet du troisième chapitre, justement, c'est comment l'État pourrait intervenir pour la lutte contre les deux déséquilibres à travers le chapitre « Instruments de l'intervention de l'État ». Donc, l'État ou instrument de l'intervention de l'État comportait la première partie politique économique, voilà, la deuxième partie, les deux politiques conjoncturelles, notamment la politique monétaire et la politique budgétaire. Voilà, pour notre présentation, donc nous allons parler de la politique budgétaire. Comme toute politique, la politique budgétaire, c'est un ensemble de décisions, un ensemble de mesures, un ensemble d'interventions menées par les pouvoirs publics, menées par l'État, pour agir sur la conjoncture économique, afin de rétablir ce qu'on appelle les grands équilibres macroéconomiques qui sont stabilité des prix, plein emploi, croissance économique soutenue durable, ainsi que les équilibres extérieurs. Bon, maintenant, lorsqu'on parle de politique budgétaire en particulier, donc il s'agit donc de mener ces actions, ces décisions, ces mesures à travers le budget de l'État. Donc, en quoi consiste le budget de l'État? Comment se détermine le budget de l'État? Comment est-il utilisé comme un outil d'intervention de l'État? C'est l'objet de notre présentation pour aujourd'hui. Donc, en premier, nous allons commencer par déterminer la notion de la loi des finances. Pourquoi la loi de finances? Parce que c'est dans le cadre d'une loi de finances que se confectionne un budget d'État et qui va être utilisé comme étant un outil d'intervention pour agir sur la conjoncture économique et du coup améliorer la conjoncture dans une économie. Voilà la loi des finances. Voilà, la loi des finances est un document prévisionnel qui prévoit les recettes et les dépenses de l'État pour une année civile, du 1 au 31 décembre. D'accord? Voilà pourquoi on dit que la loi de finances est un document qui prévoit, parce que toutes les données relatives aux recettes et aux dépenses de l'État sont des prévisions pour l'année à venir. D'accord? Si je veux établir une loi de finances pour l'année N, donc je dois prévoir les recettes et les dépenses de l'État avant le 31 décembre, bien évidemment, N-1. Donc cette loi de finances définit, donc on va définir les recettes et les dépenses une à une, et autorise les recettes et les dépenses de l'État, c'est-à-dire qu'on va donner le feu vert, on peut dire, le feu vert à l'État, pour faire les encaissements de ces recettes et pour faire également les ordonnancements de ces dépenses. Donc, une loi de finances est un document qui prévoit, donc c'est un ensemble de prévisions relatives aux recettes et aux dépenses de l'État, qui définit, donc on va définir les recettes une à une et les dépenses une à une, et qui autorise, c'est-à-dire que l'État a le pouvoir de collecter ou de faire les encaissements de ces recettes et par la même occasion de faire les ordonnancements de ces dépenses, et tout cela pour une année qui commence du 1 au 31 décembre, bien évidemment en prenant en considération un ensemble d'équilibres économiques et un ensemble d'équilibres financiers en termes de pourcentage de déficit budgétaire par rapport au PIB, en termes de croissance économique, en termes d'inflation, etc. D'accord?
Très bien. Donc, pour une même année, donc on peut établir 3 lois de finances. Donc, nous avons la loi de finances initiale que je viens de définir, document prévisionnel des recettes et des dépenses de l'État pour l'année. Bon, cette même loi peut faire l'objet d'une rectification quant à ses dépenses et quant à ses recettes, soit à la hausse, soit à la baisse, en fonction de l'évolution de la conjoncture économique. Je m'explique. Si par exemple, dans le cadre d'une loi de finances initiale, on a prévu des dépenses dédiées à la subvention des prix de certains produits, par exemple dans la limite de 16 milliards de dirhams, et qu'au cours de l'année, il y a eu une augmentation des prix, par exemple du sucre ou encore du gaz sur le marché international. Donc, une dépense de 16 milliards de dirhams n'est plus suffisante pour subventionner les prix. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, nous allons ramener, par exemple, la dépense de subvention de 16 milliards, par exemple, à 30 milliards de dirhams. Et donc, ça devrait faire l'objet d'un nouveau vote dans le cadre d'une loi de finances, qui est la loi de finances rectificative. Voilà, et par la même occasion, pour pouvoir accéder à ces milliards supplémentaires pour la subvention, peut-être que nous allons faire une coupe sur l'investissement. Et donc, pour pouvoir diminuer l'enveloppe dédiée à l'investissement, ça devrait faire également l'objet d'un vote dans le cadre d'une loi de finances rectificative. Donc, pour résumer, voilà, si la loi de finances initiale prévoit les recettes et les dépenses pour l'année, voilà, donc si la conjoncture évolue pour une raison ou pour une autre, on serait amené à réviser, à rectifier les montants des dépenses, les montants des recettes, soit à la hausse, soit à la baisse, mais dans le cadre d'une nouvelle loi, qui est la loi des finances rectificative. Bon, maintenant, l'année civile étant achevée, donc nous avons l'État a encaissé ses recettes, l'État a établi ses ordonnancements de dépenses, donc l'année étant achevée, donc là il faut justement faire les comptes, donc il faut arrêter les comptes. Nous allons arrêter les comptes dans le cadre de ce qu'on appelle une loi de finances de règlement. Donc la loi de finances de règlement intervient après l'année budgétaire pour constater les encaissements en recettes et pour constater les ordonnancements en dépenses. Et éventuellement, ça va nous permettre, mais c'est pas éventuellement, mais sûrement ça va nous permettre de calculer ou de déterminer ce qu'on appelle les taux de réalisation, jusqu'à quel pourcentage les réalisations étaient conformes aux prévisions. D'accord? Donc, pour récapituler, la loi de finances peut être initiale, peut être rectificative pour modifier les dispositions de la loi de finances initiale, et également une loi de finances de règlement pour constater les réalisations, encaissements et dépenses de l'État. D'accord? Bon, maintenant, c'est dans cette loi de finances que va être confectionné notre budget d'État. Donc, notre budget d'État qui va servir comme un outil de politique budgétaire. Donc, un budget, donc en premier, voilà, donc c'est un ensemble de recettes et de dépenses. D'accord? Un budget, c'est un ensemble de dépenses et de recettes. Voilà, le budget d'État, en fait, se compose de 3 budgets. Bon, nous avons en premier un budget général qui va également comporter des recettes et des dépenses, hors produit des emprunts et hors amortissement de la dette publique. C'est-à-dire que dans ce budget d'État, on n'intègre pas jusqu'à présent dans ce budget les recettes de l'État en emprunt, c'est-à-dire ce que l'État emprunte, et les dépenses de l'État en amortissement de la dette, c'est-à-dire en principal de la dette. Donc nous avons les segments, les services d'État gérés de manière autonome, et nous avons les comptes spéciaux du Trésor. Bon, on va expliquer, voilà, ces 3 budgets un par un. Voilà, un budget général. Donc un budget, comme je viens de le dire, c'est un ensemble de recettes et un ensemble de dépenses, d'accord? Voilà, l'État, voilà, comme tous les agents économiques, a des recettes qu'on qualifie, qu'on appelle ordinaires, du fait de leur caractère répétitif, et ce sont des recettes courantes, d'accord? Bon, la première recette ordinaire de l'État réside principalement dans les impôts, c'est ce qu'on appelle les recettes fiscales. Voilà, donc les impôts sont multiples, qu'on peut classifier, ou qu'on peut on peut distinguer entre impôts directs. Impôts directs, ce sont des impôts qui frappent les revenus.
Voilà, sur le revenu d'un agent économique, il faut verser un impôt à l'État, notamment l'impôt sur le revenu, versé sur les salaires, par exemple, des salariés, l'impôt sur les sociétés versé par les entreprises sur leurs bénéfices. Nous avons les impôts indirects. Donc, les impôts indirects sont des impôts que les agents économiques payent à l'occasion de la dépense, à l'occasion de l'achat, comme la TVA, comme la taxe intérieure sur la consommation, que les agents économiques payent soit sur les produits pétroliers, sur le tabac, les produits alcooliques, etc. Nous avons les droits de douane que là aussi on paye sur les produits qui franchissent les frontières, c'est-à-dire que c'est le produit importé, sauf si ces produits-là sont bien évidemment exonérés de droits de douane dans le cadre d'un accord de libre-échange. Et nous avons les droits d'enregistrement et de timbre, voilà, qui concernent l'enregistrement des actes, les timbres achetés pour enregistrer un acte auprès du tribunal, etc. Donc on peut dire que les recettes fiscales, si je prends le cas du Maroc, reste l'instrument privilégié de financement de l'État. Voilà pourquoi, parce que leur pourcentage avoisine et dépasse même les 90% des recettes ordinaires. C'est-à-dire sur chaque 100 de recettes ordinaires, les recettes fiscales peuvent aller jusqu'à 90-92. Maintenant, pour les recettes non fiscales, donc comme tout agent économique, l'État est propriétaire, comme on le sait, d'offices, comme l'OCP, l'ONCF, l'ONE, etc. Sur ces offices, l'État a des recettes. Voilà, c'est ce qu'on appelle les produits de monopole. L'État également est propriétaire de domaines. Donc l'État possède par exemple des terres agricoles qui peut soit louer, soit vendre. Les prix de location ou les prix de vente font partie des recettes de l'État qu'on peut appeler également recettes non fiscales. L'État également actionnaire dans certaines entreprises et comme tout actionnaire, il a droit à des dividendes. C'est ce qu'on appelle les produits de participation de l'État. L'État à un certain moment peut vendre ses actions au secteur privé dans le cadre d'une opération de privatisation. Donc c'est ce qu'on appelle les produits sur cession de participation. L'État également peut bénéficier des dons et des legs, soit de la part des organismes internationaux, soit de la part des pays amis, etc. Et ces recettes-là, bien évidemment, n'ont pas de relation avec le fisc, n'ont pas de relation avec l'impôt, donc on les appelle les recettes non fiscales. Donc, recettes fiscales, si elles détiennent plus que 90%, donc on peut dire que la part des recettes non fiscales reste négligeable dans le total des recettes ordinaires. Donc, la totalité de ces recettes, bien évidemment, en principe, destinées au financement des dépenses. Voilà, les dépenses de l'État, donc là, on va distinguer entre des dépenses ordinaires, des dépenses courantes, répétitives, qui sont liées bien évidemment au fonctionnement des administrations publiques et des dépenses d'investissement. Donc, pour faire fonctionner ces administrations publiques, l'État verse des salaires, c'est ce qu'on appelle la masse salariale, les traitements, les dépenses pour le personnel. L'État achète également des biens et des services, du matériel. Pour faire fonctionner une école, on a besoin de matériel, d'encre, de papier, de crayons, etc. Également, l'État compense ou l'État subventionne les prix de certains produits qu'on considère indispensables dans l'objectif de soutenir le pouvoir d'achat, etc. Et dans la dépense de compensation, nous avons le montant dédié aux subventions des prix de certains produits indispensables du point de vue de l'État. D'accord? Donc, dans les dépenses ordinaires, nous avons ce qu'on appelle les dépenses de fonctionnement. Et nous avons les dépenses en intérêts et commissions de la dette. Voilà pourquoi l'État est-il amené à payer des intérêts et des commissions sur la dette? Tout simplement parce qu'il a à un certain moment emprunté. Et les dettes sont génératrices d'intérêts. Donc les emprunts sont générateurs d'intérêts. Donc pour récapituler, donc, si vous l'avez remarqué jusqu'à présent, pourquoi on a parlé d'un budget hors produit d'emprunt et hors amortissement de la dette, parce que du côté des dépenses, il n'y a pas de dépenses relatives au principal, et du côté des recettes, il n'y a pas de produit d'emprunt. D'accord? Donc, recettes ordinaires réparties entre fiscales, non fiscales, dépenses ordinaires réparties entre dépenses de fonctionnement, dépenses en intérêt et commission, et pour la dépense d'investissement, c'est tout ce que réalise l'État en matière de son infrastructure économique sociale, les souterrains, les ponts, les barrages, le port Tanger-Med, l'extension de l'aéroport Mohamed V, etc. Tout cela rentre dans les dépenses d'investissement. D'accord? Voilà, ça c'est la première composante du budget d'État, le budget général. Donc, la deuxième composante, voilà, donc nous avons les segments.
les segments ou les services d'État gérés de manière autonome. Les services d'État gérés de manière autonome. Donc, l'État a conféré le statut de segment à certains de ses services, voilà, dans l'objectif, au départ, dans l'objectif bien évidemment d'améliorer la qualité de leurs services, d'une part, donc d'améliorer la qualité de service, bien évidemment, et comment est-ce que ces segments vont pouvoir améliorer la qualité de leurs services en améliorant leurs ressources. Voilà, comment est-ce qu'on va permettre à ces segments, qui sont toujours sous la tutelle d'un ministère donné, d'améliorer leurs services? Tout simplement par un système de tarification sur les services offerts. Voilà, c'est-à-dire qu'un segment va pouvoir vendre son service au grand public en contrepartie d'un prix qui va permettre de couvrir soit totalement, soit partiellement les coûts de production. D'accord? Donc ça va permettre une amélioration des ressources au lieu d'offrir ces services gratuitement. Et d'autre part, ces mêmes segments bénéficient, d'accord? Ces mêmes segments bénéficient d'une enveloppe budgétaire de la part de leur ministère de tutelle. Et donc finalement les segments, statut conféré par l'administration publique à certains de ces services, leur permettant de fixer un prix sur les services offerts, en plus d'une enveloppe budgétaire dédiée dans le cadre, bien évidemment, de la répartition des budgets par leur ministère de tutelle. Voilà, donc maintenant nous avons plusieurs exemples de services. Nous avons les résidences universitaires et les cantines scolaires. Nous avons comme autre exemple les complexes sportifs. Nous avons les centres de formation des cadres, etc. D'accord? La troisième composante, les CST, les comptes spéciaux du Trésor. Voilà, certaines opérations ne peuvent être incluses dans le budget général. Voilà, tout simplement parce que pour ces opérations, il y a un lien de causalité entre la ressource et la dépense. Ou encore parce que ces opérations ont un caractère de spécialisation. Ou encore ces opérations-là ont un caractère de continuité pour assurer leur réalisation dans les meilleures conditions. Ces opérations-là qui ne peuvent être incluses dans le budget général vont être récapitulés dans un autre budget, les OUA, les comptes spéciaux du Trésor. D'accord? Très bien. Bon, maintenant, à base sur la base de notre budget général de départ, voilà, on peut calculer deux soldes. Voilà, un solde ordinaire qui est calculé par la différence entre les recettes ordinaires et les dépenses ordinaires. Recettes ordinaires et les dépenses ordinaires. Voilà, si le solde est positif, voilà, c'est-à-dire que nous avons une épargne publique, c'est-à-dire que l'État a réalisé un excédent ordinaire. Si le solde est négatif, c'est-à-dire que l'État réalise une des épargnes. D'accord? Voilà, à partir du même budget, on peut calculer un solde du budget général. Comme tout solde, un solde se calcule par la différence entre recettes et dépenses. Et donc, le total des recettes ordinaires moins le total des dépenses ordinaires et d'investissement réatteignent ce qu'on appelle le solde du budget général. Et donc, il y a les formules, donc, on a un solde ordinaire calculé par la différence entre recettes ordinaires et dépenses ordinaires qui permet de calculer l'épargne publique et qui permet de voir si l'État a réalisé oui ou non une épargne. Un solde du budget général calculé par la différence entre recettes ordinaires et dépenses qui revient à dire c'est le solde ordinaire moins les dépenses ordinaires. Bon, maintenant pour calculer voilà, le solde de ce budget, donc il suffit de calculer le solde de chaque budget. Le solde du budget général, recettes moins dépenses. Celui des segments, recettes moins dépenses. Celui des CST, recettes moins dépenses. Et donc le solde le budget général ou le budget d'État, c'est le solde du budget général plus le solde des CST plus le solde des segments. Donc, si nous avons un solde négatif, c'est-à-dire un déficit signifie un besoin de l'État.
Mais est-ce que les besoins de l'État s'arrêtent là? Non, l'État on n'a pas encore intégré la dépense d'amortissement. Donc, le besoin de l'État va être augmenté par l'amortissement sur la dette publique à moyen et long terme, et ça va nous donner ce qu'on appelle le besoin brut de financement du budget de l'État. Bon, maintenant, on a un besoin. Comment le financer? Donc, par le recours à l'emprunt. Donc, on emprunte. Nous allons donc emprunter et ça va réduire notre besoin appelé le besoin résiduel. Donc, le besoin résiduel de financement du budget de l'État, c'est le besoin brut de financement du budget de l'État plus la recette d'emprunt. Très bien. Donc, ça, c'est pour le calcul des soldes. Et un solde, deux lectures. Positif, c'est un excédent. Négatif, c'est un déficit. D'accord? Bon, maintenant, par ce budget d'État, l'État peut mener ce qu'on appelle une politique budgétaire. L'État peut mener ce qu'on appelle une politique budgétaire. Donc, la politique budgétaire, voilà, c'est un ensemble d'actions, un ensemble de décisions, un ensemble de mesures prises par l'État en manipulant les éléments de son budget, c'est-à-dire en manipulant les recettes et les dépenses. Et donc, sur quoi nous allons agir? Nous allons agir sur notre conjoncture économique afin justement de réaliser les objectifs du carré magique, la stabilité des prix, la croissance économique élevée, un taux de chômage faible et évidemment même des équilibres extérieurs. Donc, ensemble d'actions menées par l'État, voilà, pour rétablir les grands équilibres macroéconomiques ou encore pour réaliser des objectifs en termes de croissance, d'emploi, de prix et également d'équilibre extérieur. D'accord? Très bien. Donc, comment manipuler? Donc, avant de parler de cette politique budgétaire, nous allons d'abord revenir aux théories, aux fondements théoriques à la base de cette politique budgétaire. Donc, on va commencer d'abord par la première théorie libérale, la théorie des classiques, dont les fondateurs principaux sont David Ricardo, Adam Smith, Jean-Baptiste Dessay, etc. Voilà, on sait que pour ce courant théorique, voilà, il n'y a pas lieu d'intervention de l'État, donc on parle d'un État gendarme. La meilleure des choses que l'État puisse faire est de ne rien faire, selon ce courant théorique. Donc, même donc une intervention à travers le budget est totalement écartée. De ce fait, si l'État doit se limiter à l'offre des services publics fondamentaux, la défense nationale, l'ordre national, l'enseignement, etc., son budget finalement devrait servir tout simplement comme un document comptable où sont enregistrées les recettes et les dépenses de l'État. Et du coup, c'est un budget qui doit être équilibré, c'est-à-dire où les recettes sont égales aux dépenses. Voilà, Keynes, John Maynard Keynes, l'économiste britannique, dont l'apport prévalait largement lors de la crise de 1929. Voilà, donc, et pour un État-providence, un État interventionniste, dont les fonctions, bien évidemment, sont la production, la régulation du marché, la redistribution de la richesse. Voilà, au niveau de la production même et de la régulation des marchés, donc, Keynes prônait une politique budgétaire. Donc là, l'État doit intervenir par une politique budgétaire, utiliser son budget comme un outil d'action sur la conjoncture économique, pour réaliser principalement l'objectif de la croissance et partant la baisse du taux de chômage, puisque le chômage était le dysfonctionnement qui persistait le plus à l'époque. Donc, pour le Keynes, le budget de l'État peut être utilisé comme un outil d'action sur la conjoncture économique. Voilà comment? Voilà, tout simplement par une politique budgétaire qui doit aller dans le sens de relancer, de booster, de stimuler la demande globale. Pourquoi? Parce que la demande globale, c'est l'élément générateur, c'est l'élément déclencheur de la production des entreprises. Voilà, si on parvient à relancer la demande globale, voilà, c'est un signal pour les entreprises d'augmenter leur production. Et lorsque la production augmente, ça veut dire le PIB s'améliore et le PIB finalement c'est l'indicateur de la croissance et qui dit augmentation de la croissance économique dit bien évidemment baisse du taux de chômage. Très bien. Voilà donc notre séquence prend sa fin à ce niveau-là et donc nous allons reprendre la suite dans la séquence prochaine. Merci à vous.